reprend cet après-midi avec une plénière qui est consacrée au voyage, aux aventures et aux prises de risques, avec 3 intervenants. Donc, le premier qui va introduire cette plénière, c'est Marc Valeur, donc psychiatre, ancien chef de service à Marmottan. J'ai proposé un modèle Ordalie dépendance des addictions, avec cette idée que le gradient ordalique allait pouvoir distinguer une addiction d'une autre addiction. On aurait d'un côté les addictions les plus ordaliques, avec l'injection d'héroïne, avec le risque de mort immédiate, de l'autre, des addictions sans risque réel, dont l'exemple aujourd'hui serait l'addiction aux jeux vidéo, aux jeux en réseau. Dans l'addiction aux jeux en réseau, on a affaire à un univers ludique dans lequel les ordalies sont omniprésentes, les meurtres sont omniprésentes, la mort est omniprésente, mais ça n'est pas grave parce que dans cet univers, la mort est réversible. C'est ce qui différencie la réalité du virtuel, c'est que dans la réalité, la mort est irréversible. Dans le virtuel, dans le jeu, dans la littérature, dans le théâtre, dans le cinéma, la mort est réversible et c'est pour ça que plus la mort est rejetée de la vie quotidienne, moins on veut la voir, plus on va voir dans le jeu, dans le cinéma, dans le théâtre, des gens qui meurent et qui tuent et qui risquent leur vie dans des conduites ordaliques. Au milieu de ces addictions, au centre, on pourrait mettre le jeu pathologique, le jeu d'argent et de hasard, parce que dans cette addiction, il y a une prise de risque réelle avec l'enjeu. Quelqu'un risque de perdre quelque chose. On met de l'argent et on peut perdre énormément de choses réellement. On n'est pas simplement dans ce monde virtuel. On est dans le cas d'une ordalie indirecte. Et Raymond Verdier, l'ethno-anthropologue du droit, était venu en 92 au Gréco nous présenter des films qui prenaient au Togo sur les ordalies africaines qui avaient lieu à l'époque et où on avait pu voir des gens qui amenaient des poulets et on faisait boire au poulet le poison de l'ordalie et si le poulet mourait, c'est que la personne était un sorcier. On n'avait plus le droit de faire boire directement le poison aux personnes suspectes de sorcellerie, mais on le faisait boire à des poulets qui étaient leurs représentants. Le jeu, c'est un peu ça. La mise sur le tapis, l'enjeu, c'est ce qui représente la personne dans cette épreuve. Et Dostoïevski, qui est là, le dit bien quand il fait parler Alexis Ivanovitch, son joueur, et quand Alexis a mis tout ce qu'il avait comme argent sur le rouge et que le rouge est sorti, il dit « Voici que j'avais risqué plus que ma vie et que je comptais à nouveau au nombre des hommes. » On est bien dans le cas du jeu d'argent, dans une possibilité d'épreuve ordalique. À partir de là, on peut penser que l'addiction et toutes les addictions sont comme une tension entre d'un côté le besoin de s'aventurer, de découvrir, de voir du nouveau, de s'imposer des épreuves, de prendre des risques, et de l'autre, au contraire, d'avoir des conduites qui deviennent routinières, qui deviennent un refuge derrière lesquels on peut s'abriter. Ça serait en quelque sorte, on pourrait dire, un découplage non plus simplement entre la sérotonine et la noradrénaline, mais un découplage entre le besoin d'exploration, de nouveauté, de prise de risque et le besoin de tranquillité, de refuge, etc. Existentiellement, ça tient debout. Au niveau épistémologique, ça a posé des problèmes sans fond. L'idée d'un modèle ordalie-dépendance, Bernard Brusset, dans la Revue française de psychanalyse, a dit « On nous propose un modèle ordalie-dépendance dont la faiblesse épistémologique est évidente ». Il avait évidemment raison. Par la suite, on a pu voir des résistances bien pires que ça à cette idée, venant au contraire des biologistes et des neurobiologistes à propos de la notion de addiction sans substance, de toxicomanie sans drogue. Bien sûr, mettre le jeu au milieu de ces addictions, c'était une manière de le traiter sur le même plan que les toxicomanies avec drogue. Et ça a choqué énormément de gens qui
ont eu beaucoup de mal à admettre qu'une simple conduite puisse entraîner une réelle dépendance avec ce que pour eux elle implique obligatoirement de modifications durables au niveau biologique. Donc on se retrouve devant un modèle qui, à mon avis, est un modèle construit en clinique pour rendre compte de ce qu'on vit avec des patients et qui tient la route, mais qui n'est pas théorisable parce qu'il fait appel à des domaines, d'un côté la biologie, de l'autre la psychologie, l'histoire, l'anthropologie, que sais-je, des domaines donc qui ne sont pas commensurables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser les éléments de l'un pour valider ou invalider l'autre. Et la transdisciplinarité dans cette dimension-là devient quelque chose d'impossible. Et autrement dit, les problèmes épistémologiques de ces modèles que nous construisons pour rendre compte de notre pratique soulèvent à chaque fois et obligatoirement le problème de notre épistémologie fondamentale, comme aurait dit Gregory Bateson, de notre épistémé, comme aurait dit Foucault, de notre ontologie, comme dit aujourd'hui Philippe Descola. Et selon Descola, on est aujourd'hui dans une ontologie naturaliste. On était, et Foucault le décrit très bien dans Les mots et les choses, au Moyen-Âge, dans une ontologie analogique. On est passé récemment, donc, et seulement dans notre monde, dans une ontologie naturaliste. Dans cette ontologie, selon Descola, les existants sont classés dans toutes les ontologies en fonction de leur intériorité et de leur physicalité, de leur âme et de leur corps, on pourrait dire. Et ils distinguent donc le totémisme, l'animisme, l'analogisme et le naturalisme. Ce qui qualifie notre naturalisme, c'est le fait que tous les existants partagent une même physicalité, mais qu'ils ont chacun une intériorité différente. Je suis d'accord avec le fait que je suis fait des mêmes molécules, des mêmes atomes que les fauteuils, que les tables, que l'eau, que les insectes qui peuvent voler ici. On est fait des mêmes choses. C'est la même physicalité pour tous les existants. Mais l'intériorité n'est pas la même, l'âme n'est pas la même. Je ne suis pas d'accord pour avoir la même âme que le fauteuil, que la table ou que la bouteille d'eau. On est fait des mêmes atomes, des mêmes molécules, mais notre intériorité est différente. C'est ça qui définit notre intériorité. Et c'est ce qui fait que les sciences de la nature, les lois de la nature qu'étudient les sciences sont d'un ordre radicalement différent de tout ce qui est subjectivité ou production culturelle. C'est cette impossibilité de passage d'un champ à un autre qui rend compte des difficultés de scientifisation de nos constructions cliniques quand elles tendent à rendre compte de quelque chose. À ce problème s'en ajoute un autre, je n'en ai pas pour très, très longtemps, j'espère. Dans le cas des conduites ordaliques, c'était la question de savoir, est-ce que, quand on parle de conduite ordalique, on recourt simplement à une métaphore? Est-ce que c'est simplement une façon de parler pour illustrer cette relation particulière au risque et à l'aventure de certains sujets? Ou est-ce que ce pourrait être un vrai prolongement dans la société, une forme de survivance des ordalies instituées, des formes d'épreuves judiciaires qui ont été en vigueur dans toutes les sociétés à une époque ancienne de leur histoire. Et il faut remarquer que les ordalies instituées ont survécu extrêmement longtemps malgré les tentatives d'interdit religieux. En 1215, le 4e concile de Latran essaye d'interdire les ordalies. Il les interdit, mais elles vont se poursuivre extrêmement tard sous la pression de l'opinion publique. Et on va continuer longtemps des épreuves de bain des sorcières, de fer rouge, etc., pour dépister les sorciers et les sorcières. Ce qui va probablement définitivement mettre fin aux ordalies, c'est ce passage à l'âge classique d'une ontologie analogiste à une ontologie naturaliste. Dans notre monde, on ne peut plus
interroger des éléments naturels suprahumains pour avoir des réponses. C'était ça une ordalie, c'était exposer une personne qu'on suspecte de sorcellerie à des éléments, au fer rouge, à l'eau bouillante, à l'eau, pour voir si c'est un sorcier ou pas, et on attend une réponse de ces éléments. Dans notre monde, les lois de la nature sont des lois propres à la nature, et bien évidemment, on n'attend pas que les planètes nous répondent. Mais, bien qu'on n'attende plus que les planètes nous répondent, les planètes ne parlent plus, comme dit Lacan dans un séminaire, et il dit pourquoi les planètes ne parlent plus? Parce qu'on les a fait taire, on n'interroge plus les planètes. Mais il y a quand même, dans notre monde, beaucoup de gens qui le matin regardent l'horoscope et essayent de voir en fonction de la taille des planètes comment va être leur journée, quelles décisions ils doivent prendre. C'est-à-dire qu'ils retrouvent ces vieilles pratiques qui sont issues d'un monde analogiste dans lequel les gens trouvaient dans la nature des réponses à leurs questions subjectives, à leurs questions humaines. Et j'ai eu la surprise, il y a 3 ou 4 ans, de recevoir un coup de fil de Raymond Verdier. On l'avait invité en 92 au Gréco pour qu'il vienne nous montrer ces petits films d'ordalie africaine, et il m'a demandé de reparticiper à un travail sur les ordalies qu'il organisait dans son centre droit et culture de Nanterre. Et donc pendant quelques années, on a repris des réunions sur les ordalies et les conduites ordaliques, et ça va donner lieu à un livre qui va imminemment sortir, probablement en janvier, qui s'appellera « Les ordalies, rituels et conduites ». Et on aura tout alors dans ce livre, les ordalies et l'Égypte ancienne, la Grèce antique, Rome, l'Irlande médiévale, les Vikings, l'Afrique, avec même des récits de professeurs de droit africains qui ont connu des ordalies quand ils étaient enfants, qui ont subi des ordalies quand ils étaient enfants, etc. Donc, un travail important, et Mario, il fait une étude sur les conduites ordaliques au cinéma, sur le cinéma. On parle de l'Égypte antique jusqu'au cinéma contemporain. On peut faire des approches multidisciplinaires, et on voit bien dans ce livre, par moments, de vraies approches transdisciplinaires. On voit bien que l'ethno-anthropologie, le droit, etc., ce sont des domaines qui se croisent. Mais on reste dans le domaine des sciences humaines et sociales, des sciences douces. On ne peut pas faire une transdisciplinarité, à mon avis, avec des sciences dures. Et c'est là-dessus que je vais essayer de conclure, en disant que il me semble que dans la clinique, et particulièrement à Marmottan, on peut se réjouir de ce que la guerre soit finie. Les guerres sont finies, on peut faire des psychothérapies et utiliser des médicaments, et c'est même une excellente chose d'utiliser des médicaments dans le cadre de la psychothérapie, en les donnant de la main à la main aux personnes, comme on l'a fait pendant 50 ans, en fait. On n'a aucune guerre à continuer entre la biologie, la psychanalyse, la psychologie, le comportementalisme, etc. Patient par patient, en fonction de la rencontre, on va utiliser les uns ou les autres de ces champs théoriques, et on va se construire des modèles dont il faut savoir qu'ils seront épistémologiquement incorrects. Mais ça ne sera pas de notre faute, ça sera de la faute de notre épistémologie fondamentale, de notre ontologie qu'il faudra peut-être dépasser. Et on voit en ce moment, depuis quelques dizaines d'années, une augmentation, on pourrait dire, de la tentation naturaliste de réduire la subjectivité à une production de la physique. Descola en donne une illustration très parlante dans son dernier livre, Les formes du visible, à propos de l'imagerie cérébrale. Il montre comment les images de cerveau avec des zones qui s'allument, etc., comportent comme l'espérance messianique qu'un jour, toutes les pensées, tous les rêves, toutes les productions culturelles pourraient enfin apparaître comme la production d'un mécanisme physiologique, d'un échange d'électricité entre des neurones, et qu'ainsi on aurait réduit le naturalisme à l'une seule de ses prémices, qui sont ces fameuses lois de la nature. Et en réaction, on pourrait dire,
à ce réductionnisme physicaliste qui triomphe dans les sciences du cerveau depuis un moment. Même l'hôpital dans des Pans-Marmottan, j'ai entendu le directeur ce matin, c'est l'hôpital du cerveau, pas l'hôpital des gens, pas l'hôpital de la pensée, pas l'hôpital, non, l'hôpital du cerveau. En réaction contre ce réductionnisme, on voit quand même la résurgence de certaines approches. Et je pense que Yann Kounon va nous parler de l'ayahuasca et l'idée que des approches de type chamanique, avec usage d'ayahuasca, puissent être présentées comme un traitement pour les personnes qui sont addictes, c'est un très intéressant retour de l'histoire quand on pense à la quête de ces premiers usagers des années 60-70, dont la quête spirituelle a été écrabouillée par une guerre à la drogue dont on espérerait qu'elle soit aujourd'hui terminée. Moi, ça a été une drogue exceptionnelle. Mais c'était quand même une drogue. Parce que je ne pouvais pas me passer d'une reconnaissance que j'avais par des premières. Donc une première en a amené une autre et ça a été cet enchaînement de premières. Maintenant, pour moi, la montagne, j'en ai plus besoin. J'en ai tellement emmagasiné qu'effectivement, mais sur tous les jours, surtout quand tu vis à Paris, on te dit « mais elle ne te manque pas, cette montagne ?» Eh bien, je dis non, elle ne me manque pas. Elle m'a tellement pris de temps que maintenant, je suis content d'être à Paris pour aller voir des peintures, pour vivre une autre vie. Marc Battard n'est pas un calculateur. Le Makalu, le Shoyu, le Dholagiri, l'Everest en Himalaya, l'Eiger, les Drus, les Grandes Joras dans les Alpes sont autant de sommets qui n'auront pas résisté à ces assauts. Tout à l'instinct, parfois dans la douleur, souvent dans le conflit avec les médias ou le milieu de l'alpinisme, il aura inscrit son nom sur les plus grandes phases du monde pendant près de 30 ans. La découverte de l'escalade à l'âge de 18 ans le sortira d'une adolescence difficile. Il trouve enfin là le moyen de canaliser une énergie débordante. Sa progression est fulgurante. Il enchaîne les premières avec une frénésie qui semble déjà démesurée. Maintenant, je le vois avec du recul beaucoup plus facilement qu'avant, bien sûr. C'était une façon de me valoriser, de sortir de cette difficulté que j'avais à m'accepter, à ne pas en fait accepter ne serait-ce que mon nom. J'avais du mal à porter mon nom, j'avais du mal à supporter mes oreilles décollées. Et puis aussi, j'aurais aimé être un peu comme tous les autres garçons, c'est-à-dire flirter avec les filles. Et il y avait quelque chose qui se passait qui était vraiment le mal-être profond que j'avais, mais que je ne pouvais pas maîtriser à ce moment-là. Après seulement 2 années d'escalade, Marc passe son diplôme d'aspirant guide, puis, ultime consécration, il intègre l'expédition française au Gasherbrum II. En ce mois d'août 1975, il devient le plus jeune à fouler un sommet de 8000 mètres sans oxygène. Les retombées de ces exploits sont moindres qu'espérées. Les expéditions coûtent cher et les dettes s'accumulent d'autant plus vite qu'après les succès arrive le temps des échecs. Même s'il atteint le toit du monde une seconde fois en 1990, sa tentative de bivouac au sommet échoue. Il faudra attendre 1992 avant que Marc ne retrouve la voie du succès. Tout d'abord dans la face nord des Grandes Joras, puis dans la face ouest des Drus. En hiver, en solitaire et toujours à l'arraché. Dès lors, pas étonnant que Marc crée En passant par la montagne, une association qui vient en aide aux jeunes en difficulté. En 1998, il se lance dans un projet un peu fou. Relier le pôle Nord en solitaire et sans assistance.
Un challenge hors de sa portée physique et mentale, comme s'il avait besoin de se trouver face au défi de trop. Celui qui lui ferait enfin se poser la bonne question. Marc sait désormais quel homme il est. Il décide d'arrêter l'alpinisme extrême et raccroche définitivement les crampons. Bien vivant. Ces 30 années de montagne, ça m'aura canalisé, ça m'aura été un exutoire extraordinaire. Et ces 30 années, ça a été quand même quelque part 30 années de stabilisation grâce à la montagne. Et même si je fuyais dans cette montagne, eh bien, on ne peut pas être insensible à une telle beauté quand même. Puis au moins, elle te prenait ton énergie, ce qui fait que tu dors. Moi, ça a été une drogue exceptionnelle. Mais c'était quand même une drogue qui aurait pu me tuer. Parce que les pierres, les glaces, les crevasses, les avalanches, j'ai tout connu, vraiment tout. Mais je suis entièrement vivant et puis dans la tête, bon ben, c'est sûr que la peinture, c'est très dur la peinture. Et finalement, cette vie de montagne extrêmement dure, forcément me donne une force pour cette nouvelle vie qui est quand même axée sur la peinture. Marc, à vous. Alors vous êtes retourné dans la montagne en fait? Oui, effectivement. C'est pour ça que je bâille un petit peu parce que j'ai un contre-coup du voyage. Mais effectivement, ce film de Gilles Perret qui est... Vous avez certainement entendu parler d'un de ses derniers films qui s'appelle Femmes debout. Hein, debout les... c'est comment le titre déjà? Debout les femmes, ouais. Gilles Perret a fait ses premiers films avec moi il y a plus de 20 ans. Et ce film qu'il a fait sur ma vie, L'homme qui revient de haut, eh bien, effectivement, montre que la montagne m'a sauvé, mais elle aurait pu me tuer. Oui, j'ai arrêté la montagne il y a 20 ans. Donc j'ai eu une abstinence qui a duré presque 20 ans, puisqu'il y a 3 ans, j'ai rechuté. J'ai pris l'idée de repartir faire l'Everest pour mes 70 ans. Mais voilà, donc c'est une drogue sans fin. Mais merci d'avoir passé cet extrait parce que je pense que c'est parlant. Et puis en plus, mon expérience de la montagne, non. Tout à l'heure, je suis arrivé un petit peu en fin de matinée et j'ai assisté à vraiment des interventions qui m'ont beaucoup touché. Parce que ça ressemble beaucoup à ce que j'ai créé avec En passant par la montagne. Ouais, j'ai ressenti ça. Non ? Oui, parlez-nous un peu de cette association En passant par la montagne. Et notamment, j'ai un souvenir, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais fait une conférence sur Pantin avec mon ami pianiste François-René Duchable, et j'avais demandé, avec En passant par la montagne, j'avais demandé à un ex-toxicomane qui un jour m'avait dit, le Chianti, une association avec qui j'ai travaillé, m'a sauvé la vie, et donc je lui ai demandé qu'il vienne témoigner. Parce qu'on n'a pas assez souvent de témoignages de gens qui s'en sont sortis grâce à des compétences. Ça avait été un témoignage fabuleux. Ouais. Excusez-moi, parce que franchement, vous faites une rencontre très émotionnelle. Et puis, voilà, vous me rappelez des souvenirs. Donc, je suis un peu fatigué du voyage, mais pas trop. Et en même temps, je dois m'excuser parce qu'à 4 heures pile, je dois partir, prendre un train pour rentrer chez moi. Excusez-moi. Quand on a préparé, et dans le livre que j'ai lu de vous, vous parlez beaucoup du renoncement et que pour être alpiniste et rester en vie, il faut apprendre à renoncer et que ça fait partie des choses que vous avez dû transmettre justement aux élèves alpinistes, aux jeunes avec qui vous étiez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'apprendre à renoncer alors ?
Et le renoncement, c'est le plus difficile. Hein. Renoncer à la drogue, c'est très difficile. Renoncer à une ascension qu'on a envie de faire, pas plus tard que pour préparer mon retour à l'Everest avec une cordée exceptionnelle qui est Pasang Nourou Sherpa, qui a fait 13 fois l'Everest, avec qui je suis allé tenter l'Annapurna ce printemps. Et puis, malheureusement, Muhammad Ali, un Pakistanais qui malheureusement a disparu au K2 cet hiver. Bien, quand je suis allé retenter l'Annapurna pour me préparer physiquement, je me suis retrouvé face à un autre renoncement qui était très difficile, puisque on était prêt à faire le sommet, et la force de renoncer en se disant c'est trop dangereux, c'est quelquefois très difficile de lutter contre son propre orgueil, le regard des autres et tout ça. Et ce printemps, j'ai eu cette force de renoncer à l'Annapurna alors qu'on pouvait faire le sommet. Eh bien, donc vous verrez, il y a un film qui va bientôt sortir de Bertrand Delapierre sur cette expédition à l'Annapurna. Et il y a une image très forte que j'ai faite au moment où j'ai décidé de renoncer. J'ai pris la caméra et j'ai filmé la réaction de mon ami Sherpa. Et quand je lui ai dit « on n'y va pas parce que c'est trop dangereux », il s'est mis à pleurer, ce qui lui arrive jamais. Parce qu'il y a de la fierté, ils ont une vie un peu différente par rapport au danger, nos amis les Sherpas. On n'en parle pas assez souvent. Ils ont, comme tout le monde, la frousse, parce que à l'Annapurna, il n'y a pas eu de drame, et heureusement, mais ça a manqué faire, parce qu'il y a une surcommercialisation des 8000. Et il y a encore un film qui sort là, de Netflix en ce moment sur Nîmes, qui est c'est peut-être un beau film, je ne l'ai pas encore vu et puis je n'ai pas envie de le voir, mais ça parle de la montagne en positif, mais en même temps, ça augmente la surenchère du risque. Je ne voudrais pas parler trop. Et donc, quand il s'est mis à pleurer, le Sherpa, c'était de soulagement? Oui. De soulagement. Ah oui, c'est un parce qu'il n'aurait jamais osé prendre cette décision. Il ne s'y attendait pas. Ouais. Il s'y attendait pas parce que tous ses copains sont allés, il faut voir le film, sont partis. Mon caméraman même était parti avec un des aspirants guides qui l'accompagnait. Ils ont manqué d'être pris par des blocs de glace, mais ils ont continué. Et il y a des dizaines de Sherpas qui ont manqué de se faire ramasser par des blocs de glace. Et j'ai dit non, ça suffit, on arrête. Et forcément, ça l'a soulagé énormément. Mais on aurait posé la même question à tous les autres Sherpas qui ont comme travail un gagne-pain de faire ça pour un certain nombre d'Occidentaux. Voilà, donc Il y a un passage où vous racontez que vous êtes capable de savoir que si vous renoncez pas, vous allez perdre 1, 2 ou 3 doigts, et que vous estimez de manière comme ça assez clair le nombre de doigts que vous risqueriez de perdre si vous continuiez l'ascension. Ah, oui, ça je ne me rappelle pas de ça exactement, mais en tout cas, effectivement, la deuxième fois où j'ai fait le sommet de l'Everest, alors que j'étais parti pour bivouaquer au sommet de l'Everest, j'étais au sommet de l'Everest en pleine forme, et quand je me suis aperçu que je commençais à avoir mes doigts qui gelaient, eh bien, j'ai pris la décision de renoncer à un bivouac sans oxygène au sommet de l'Everest, qui aurait pu me rendre célèbre et riche, mais enfin, peu importe. Le principal, c'est que je suis là avec mes doigts. Et il y a quelques années en arrière, j'avais été invité dans une émission où il y avait Maurice Herzog. Maintenant, cette émission, je refuserais de la faire, parce que exposer ces trophées de doigts gelés, c'est lamentable. C'est pas... Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la notion de conduite ordalique, comme l'a présenté Marc? C'est une notion que vous connaissiez? Non, c'est à vous que je demande. Pardon, j'ai pas... Non, est-ce que la notion dont parlait Marc de conduite ordalique, c'est une notion que vous connaissiez, que vous comprenez, qui vous parle? Oui, enfin, qui me parle quand je l'écoute, parce qu'il parle, Marc parle tellement bien que c'est passionnant. Et j'ai réussi à ne pas m'endormir quand c'était passionnant. Merci. Merci beaucoup.
Yann Koenen voulait réagir à... Non, bah c'est fort ce que je vois et je le comprends. Et je dirais que quelque part, le rapport... Hein, alors là, je reviens à la conduite ordalique j'ai compris des choses sur l'ayahuasca quand je tournais Blueberry, parce que à un moment donné, je pensais, on est toujours un peu naïf quand on rencontre quelque chose qui est bon pour vous, qui est positif et qui vous avez tendance à vous dire qu'il n'y a pas énormément de risques profonds là, je dirais, de danger direct. Je tiens à préciser d'abord quand même, puisque je vais parler d'ayahuasca de manière plutôt positive comme une médecine, que l'ayahuasca est interdite et considérée comme une drogue, et comme on est avec du public, et que c'est absolument interdit de le faire en France, etc. Mais il y a plein d'endroits où c'est un trésor national, ou par exemple au Pérou, c'est-à-dire l'inverse, la même substance. Et donc, il est possible de rencontrer ces médecines traditionnelles. Bref, je reviens dans l'état de... Je crois que c'est dans l'état de Durango, à Baseaceachi, où il y a des cascades. Et en fait, on est dans un parc, et c'est les cascades qu'il y a dans le film Blueberry. Et dans ce parc, il y a un El Gigante, enfin, il y a une grande montagne de 1000 mètres d'à pic qui sont... montés par des alpinistes en 1 ou 2 semaines, je pense, qui montent et ils voient que le long de la paroi, donc des collègues à vous. Il y avait un groupe d'Allemands qui était en train de faire ça, donc on se retrouvait le soir entre l'équipe de tournage à parler chacun de nos espaces voilà. Et moi, qui suis plutôt sujet au vertige, qui ai failli faire un film sur l'alpinisme, ils m'ont suspendu dans la glace avec 300 mètres, comme ça, et juste pour voir si j'étais capable de le faire. Ça, c'était vraiment du dépassement pour moi. Parce que j'avais l'impression d'avoir pris des plantes de nouveau, c'est-à-dire de me retrouver dans cette espèce de frontière où on sent la naissance des peurs, l'aspect physiologique, la manière dont il faut détendre pour contrôler. Et quand je discutais avec les alpinistes, je comprenais parfaitement l'intensité de la présence qui est nécessaire quand on montre cette présence qui est nécessaire en concentration quand on se retrouve dans le maelstrom des plantes, etc. Donc j'ai vu ces ponts, ce que je voulais dire. J'ai vu ces ponts de ce vertige. Donc soit vous escaladez et vous mettez, effectivement, prenez des risques, soit vous en prenez aussi avec vous-même, hein, et c'est à l'intérieur que vous allez descendre dans les gouffres, hein, je dirais, plus ou moins vers l'inconnu. Mais oui, je me suis souvenu, en vous entendant, je me suis souvenu d'avoir compris, puisque j'avais dit à ces alpinistes, je comprends votre histoire, je comprends ce que vous devez ressentir, je le comprends à ma manière, et c'est pas pour moi. Et à partir de ce jour-là, parce qu'après je les voyais, moi je tourne en hélicoptère, je les voyais les mêmes sur le long de la falaise, ils sont restés pendant 1 semaine. Et donc c'est une chose de passer en hélicoptère et de voir les bivouacs et de tourner, et c'est une chose d'être dans cet espace. Et je sais que ce jour-là, ça m'a guéri d'une chose que je ne comprenais pas, c'est-à-dire comment les autres ne pouvaient pas... Vous pouvez me dire la même chose avec l'ayahuasca. Je comprends ton histoire de plantes, etc., mais c'est pas pour moi. Et ce jour-là, j'ai compris qu'on a tous des chemins, des espaces où on peut prendre des risques, des choses où on ne peut pas, c'est pas notre tempérament, et que voilà, ne serait-ce que cette connaissance et ce chemin nous permettent d'un peu mieux faire le tour de nous-mêmes. Moi, je voulais réagir. Donc, moi, j'ai pas d'image à vous montrer puisque ça sera demain. Hein. Vous verrez l'expérience, en tout cas ce que j'ai tenté de reproduire dans un casque de réalité virtuelle, qui est bien sûr bien moins intense puisqu'il n'y a pas toute la partie corporelle, et bien moins définie parce que quand vous êtes dans ce monde visionnaire des plantes, c'est d'une précision très fine. Et comme le sujet, c'est justement la médecine, les conduites ordaliques, le prise de risque, je voudrais juste, moi, faire un petit chemin par rapport aux plantes. Et puis après, ça nous amenait à la réalité. Donc pour réagir à ce qui a été dit, je dirais 2 choses. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a un comportement un peu ordalique dans sa jeunesse, mais je pense comme beaucoup d'entre nous, prenant des risques à moto, aimant prendre une certaine dose de risque qu'on regarde un petit peu plus tard en se disant quand même, j'étais un peu frontière de faire des courses, des choses comme ça. Donc dans le tempérament, il y a cette un peu recherche de l'adrénaline. Je dirais qu'avec les plantes, ça a été tout à fait un autre chemin. C'est dans
ça fait peut-être partie de ma personnalité, le fait que j'aimais, mais comme beaucoup, voilà, un petit peu certaines choses intenses, mais je ne suis jamais réellement allé vers les drogues. Il y avait un peu de dépassement de soi en se mettant la tête à l'envers un peu avec l'alcool, mais voilà, le samedi soir, d'aller un peu jusqu'où on peut aller. Donc vraiment rien d'original. Ce qui m'a amené à l'ayahuasca, c'est tout à fait autre chose en fait. C'est un questionnement sur la réalité. C'est ça qui est intéressant parce que ça rejoint la fin de notre discussion et de cette recherche qu'on a tous en même temps à se dire voilà, et je pense qu'on a tous qui est métaphysique, mais c'est qui je suis où est-ce que vois-je. Et donc dans cette chose qui je pense est évidente pour tout être humain, de percevoir qu'on ne perçoit le monde qu'à travers nos sens. Et est-ce que le monde qu'on voit, qu'on touche, il a bien sûr une existence, mais est-ce que c'est la réalité? Et ce questionnement, quand il vous amène à la fois effectivement vers des penseurs de l'Inde traditionnelle ou Castaneda ou d'autres, on se rend compte qu'il peut y avoir des outils qui percent le voile de cette réalité-là ou qui vous proposent, en tout cas, comme on mettrait par exemple pour étudier les couleurs, un filtre bleu toute la journée sur les yeux, si on change... Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une manière, donc c'est une quête métaphysique, c'est pas une manière de percevoir le monde autrement en bousculant ses sens? Puisque les sens, c'est quelque chose on sait que tous nos sens sont limités. Donc c'est parti de cette recherche un peu métaphysique. Et comme moi je faisais du cinéma et que j'avais envie à la fois d'allier la recherche personnelle sur le mystère et en même temps que le cinéma n'est que sensoriel en fait, puisque... Voilà, c'est du son, de l'image en mouvement, donc il reproduit un espace et il ne fait que des états modifiés de conscience. Dès qu'un plan est au ralenti, dès qu'il est cadré, dès que la musique dès qu'il y a de la musique et qu'il n'y a plus l'ambiance sonore de la scène, vous êtes dans des états de conscience modifiés. Donc il utilise un langage propre à cette expérience. Donc à la fois en tant que cinéaste, je me suis dit, je suis parti là-bas. Donc ça, c'était le départ. Et après... Ça a été une rencontre avec quelque chose qui m'a dépassé, qui m'a mis dans une machine à laver, qui m'a même, à un moment donné, je pense, fait déconstruire la réalité que ma culture m'avait construite, ce qui est quand même fort de café, le truc. Et qu'en reconstruisant, c'est le grand danger des plantes et des psychotropes, c'est qui vous amène vers les frontières de... C'est quand votre réel se désagrège, celui que vous croyez être... en tout cas vos croyances, votre système de croyances. Quand vous en reconstruisez un, ben vous vous trompez forcément, quoi. Donc il y a une grande errance à un moment donné qui est venue avec les plantes, parce que les plantes, ce n'est pas une religion, c'est une pratique, c'est une médecine, mais en même temps, elle est censée, comment dire, voilà, c'est les plantes qui vous racontent des choses, c'est pas les guérisseurs. Personne ne vous raconte rien, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de... Voilà, ce qu'on vous raconte, c'est une procédure pour pouvoir être en contact avec une forme de connaissance. Donc je dirais que là où il y a danger, c'est au fond dans la deuxième étape, c'est-à-dire d'un coup, le moment où on appuie sur l'accélérateur, le moment où on se dit « je veux aller plus loin, je vais partir 6 mois à diéter des plantes en forêt », et là, vous commencez à perdre la raison, à avoir des visions nuit et jour. Là, il y a une forte de mise en danger, plus psychologique que physiologique, hein, mais notre tête, c'est quand même important. Et si on secoue notre cerveau, c'est complexe. Et donc, moi, je regardais ça, la conduite ordalique est venue dans un deuxième temps, c'est-à-dire qu'elle a été ordonnée par un principe métaphysique de curiosité profonde, jusqu'à, et c'est là où les Indiens ont été costauds, c'est pour ça que c'est important de le faire avec des gens qui connaissent bien leur job, comme les bons... Voilà. Et c'est que ils connaissent un peu, enfin la psyché humaine. Je ne dis pas que c'est comme la gravité, vous lancez une pierre, mais quand vous mettez un être humain dans un certain espace avec les plantes, il va forcément découler tel type d'émergence de comportement, de pensée, etc. Quelle que soit la culture. Et donc, ils ont une sorte de procédure qui vous amène comme ça pour vous ramener en fait, pour arriver au bout enfin au bout, il n'y a jamais de bout, mais pour arriver dans un espace où vous êtes mieux, parce que c'est le but. Hein, les gars sont des guérisseurs et le but c'est que vous alliez mieux. Donc voilà, donc tout ça pour dire que il y a une forme de changement de système de perception de la réalité, de valeur même, de regard sur la nature de l'existence, la métaphysique profonde.
et qui s'opère dans un rééquilibrage. C'est-à-dire d'un coup, il y a des tas de choses qui s'apaisent en l'être. Mais moi, j'étais peut-être quelqu'un d'un peu particulier. Je trouvais qu'il y avait une vacuité absolue dans notre comportement, dans notre société, dans notre façon de... que la connaissance de soi et les outils vraiment sur les états modifiés de conscience, qui est pourtant le hardware, il n'y avait pas trop ça. Et je dirais que voilà, donc les Indiens m'ont un peu reformaté d'une certaine manière. Alors moi, je suis un peu biculturel, on va dire, voilà, dans les croyances de comment voilà, tout ce système fonctionne, jusqu'à un certain jour assez récent. C'est pour ça que je me permets d'en parler, parce que je sais qu'en majorité, vous êtes des gens de science dans la salle. Et c'est toujours difficile quand vous passez dans un monde où il y a des esprits, de l'énergie, des consciences, que vous arrivez après à naviguer dans une science qui est un peu réductionniste et qui a choisi à un moment donné dans la science. Ça a toujours été le cas. Hein. C'est historique, c'est quand la science s'est séparée de la religion en disant nous, on s'occupe pas des questions de Dieu pour survivre, pour pouvoir faire de la science. Mais qu'après, on se fait attraper par la matière un petit peu. Donc moi, j'avais cette espèce de réponse à ça, me dire mais comment j'ai pu penser que la matière était la réalité ultime? Comment j'ai pu le penser? Parce que j'ai vécu des expériences de nature à devoir admettre que c'était faux. Moi, hein, c'est une expérience subjective. Mais que heureusement, il y avait d'autres Indiens qui vivaient les mêmes expériences et que c'était clair. Et puis ça fait 20 ans que je vis ces expériences et que je continue de les vivre. Donc il y a une dimension pour moi très convaincante, c'est qu'au début on peut se tromper, puis petit à petit le système devient cohérent. Si au bout de 20 ans c'est toujours cohérent, il y a une certaine, comment dire, validité pour moi en tout cas. Et donc moi je me disais, mais en fait on a fait un pacte faustien, tous les mondes de la pensée, tous les mondes des émotions, tous les mondes de nos projections, ce sont des mondes très sensibles et se sont faits, comme diraient les Indiens, d'alliance. On va s'allier. Et moi je me suis dit, c'était vraiment dans la jungle, je me suis dit, mais en fait ça m'a paru évident comme une sorte de pacte faustien. C'est-à-dire qu'on s'est allié à la matière en la bricolant, on l'a bricolé. On s'est allié à la matière et on l'a dominé, la matière. On est tous matière, voilà, on est d'accord. On s'est allié. En s'alliant avec la matière, ça c'est plutôt le monde indigène, en s'alliant, en posant nos pensées à la matière, en retour un phénomène naturel. Mais comme on envoie une balle qui rebondit vers un mur, on se pense matière. D'un coup, j'ai une espèce de me dire, mais en fait, c'est juste parce que on devient, et c'est pour ça que c'est faustien, c'est un pacte. Tu maîtrises la matière, mais t'es matière. Puisque tu mets ton intention, ton intelligence dedans, le système qui va en retour se créer dans les psychés, c'est matière. Bon, donc ça m'a rassuré en me disant, ok, donc je comprends qu'il peut y avoir autre chose, un autre modèle sur la réalité. Et j'ai pas trouvé dans la science des choses. Alors bien sûr, il y a la physique quantique là qui commence à. Mais j'ai pas trouvé, sauf récemment. C'est pour ça que je le dis avec joie. J'ai trouvé quelque chose qui vous intéresse. C'est quand même des pontes en science. C'est alors peut-être certains vont hurler, vont me dire c'est n'importe quoi, mais c'est Bernardo Kastrup, l'Essentia Foundation et le réalisme analytique. Et donc, vous tapez sur Internet Essentia Foundation. Si vous parlez anglais, c'est mieux. Moi, je n'ai pas réussi à mettre les sous-titres. Et vous avez des cours vous avez un déroulé. C'est tous des PhD, ils sont anglais. C'est des grands professeurs d'université, un peu tous, dans leur domaine, neurosciences. Voilà. Et lui, je ne sais pas exactement ce qu'il est, mais c'est du coup. Et j'ai trouvé pour la première fois quelque chose. Alors, je ne vais pas vous raconter ça, mais je trouve que ça parle de comment notre monde peut permettre d'intégrer plein de choses. Au moins, d'un coup, je trouvais que cette réflexion était vraiment intéressante. Et comme elle renvoie à ce questionnement, votre questionnement, Marc, de la fin sur la nature, sur le cerveau physique, la nature de la réalité, le naturalisme, le fait qu'on soit à la fois différent, des consciences différentes, mais qu'à la fois il y a des choses inanimées mais matérielles et on est fabriqué des mêmes, tout ça travaille dans cet espace. Et cet espace, il propose la chose suivante. Il dit, grosso modo, l'évolution, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait une chose formidable, c'est qu'elle a permis aux créatures qui pouvaient le mieux naviguer dans le système avec leurs sens, de fabriquer de plus en plus de sens qui lui permettent d'être des meilleures interfaces avec le réel. Comme sur notre ordinateur, on a une interface. Si on voyait toute la réalité des manipulations, enfin, on ne pourrait jamais l'allumer, notre ordinateur, on voyait un email. Par contre,
c'est juste un bouton. Donc en fait, la réalité est une interface, enfin le monde matériel, pardon, est une forme d'interface, comme un tableau de bord qui nous permet de naviguer et d'agir et qui existe, dont nous faisons partie, mais qu'il ne faut pas forcément appeler la réalité. Et à partir de là, je vous laisse découvrir la suite. C'est vraiment intéressant parce que je pense que ça m'a répondu à la question de mes sens quand, à 20 ans, j'étais chamboulé par cette question et qui m'a amené en Amazonie. C'est la même question, cette réduction. J'ai cette sensation de vivre dans une... Est-ce qu'on ne vit pas avec comme nos sens n'ont qu'une valeur réduite? Est-ce qu'il ne se passe pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et je trouve que voilà, dans le réalisme analytique, c'est point par point, ils avancent et ils proposent quelque chose d'intéressant en tout cas, ou en tout cas à considérer, qui moi m'a bien ouvert la tête. Alors, comment éviter de se perdre dans cette réalité qui se dérobe petit à petit et... Comment éviter de se perdre? Ben déjà, en fait, pour se perdre, il faut avoir, pour pas se perdre, déjà, il faut avoir une direction, c'est-à-dire venir avec un objectif, mais comme toute chose, hein, avoir un objectif et essayer de voir et de s'y tenir. Moi, je ne me sentais pas particulièrement malade, ou je n'avais pas un objectif de l'ordre de, du soin. Quand j'ai pris de l'ayahuasca, j'avais des questions métaphysiques. Et voilà. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est avancer, c'est prendre des sécurités. C'est-à-dire aller dans un endroit, par exemple, dans ses expériences, que ce soit un endroit qui soit connu, qui soit balisé, qu'on connaisse des gens, qu'on regarde. Il faut toujours être méfiant. Les guérisseurs sont des bestioles comme nous, qui naviguent dans la réalité, qui sont des êtres humains issus d'autres cultures. Voilà. Et par contre, eux, ils savent pour ça. Moi, je ne monterai pas dans une compagnie aérienne qui est aussi, c'est des indigènes qui ont fabriqué les avions et les plans de vol. Ce n'est pas leur savoir-faire de leur culture. Par contre, par rapport à l'usage des plantes psychoactives, par contre, je pense qu'il y a un vrai savoir là et de la science naturelle, comme ils disaient. Voilà. C'est-à-dire une connaissance. Et il faut, pour ne pas se perdre, il faut être capable de regarder, il ne faut pas s'enfuir là-bas. J'ai souvent, moi, des conseils à des gens qui disent « Ouais, je ne supporte plus notre société, etc. Moi, je vais aller avec les Indiens. » Je dis « Voilà, le type il va exploser en vol parce que la société indigène, elle est très dure. C'est très complexe. C'est pas le bon, c'est pas de Rousseau. Hein. Ils ont une science, mais cette notion comme ça d'idéal qu'on se propose de l'indigène qui vit en symbiose avec la nature et tout. Alors, il y a une dimension réelle là-dedans, mais il y a une difficulté. Donc, ne pas y aller parce qu'on veut fuir quelque chose, mais y aller parce qu'on doit résoudre quelque chose et que peut-être c'est le moyen, ou en tout cas un moyen d'avancer et d'y aller avec prudence, de s'arrêter quand on voit qu'on est dépassé, pas comme moi j'ai continué. Voilà, au bout de 20 ans, tu sais, on se dit maintenant, je crois que ce soir je vais dormir par exemple, parce que hier soir c'était vraiment fort et je sens que psychologiquement il y a une dimension d'intégration qui met parfois 1 an. On fait peut-être une série de cérémonies, 1 semaine ou 2 semaines, ou une diète de plantes de 15 jours qui n'est même pas psychotrope, mais même il va nous falloir 1 an pour intégrer ça. C'est-à-dire, quand je dis intégrer, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, que les états sont tellement forts qu'on ne sait pas ce qui se passe, mais peut-être 6 mois plus tard, 8 mois plus tard, on a un rêve où on a d'un coup vu quelque chose dans notre propre comportement qui a changé. C'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire que j'ai vu, par exemple, moi j'ai constaté qu'il y avait des peurs qui avaient disparu, mais je les ai constatées quand elles ne se sont pas manifestées dans la même situation. Je n'ai pas pensé à aller les traiter. Ça a été un effet secondaire. Par contre, j'en ai vu d'autres naître, puisque votre psyché affronte des pensées qu'elle n'a jamais eues. Et le grand danger, je pense, c'est que quand on a des pensées qu'on n'a jamais eues et que cette pensée intensément arrive à votre esprit dans un état particulier, et vous n'avez jamais eu cette pensée, vous la saisissez. Ne saisis pas l'énergie, ils disent les Indiens, ça veut dire l'énergie, c'est la pensée. Vous la saisissez. Et ça, c'est dangereux. Il faut laisser le flot de ce qui se passe mentalement, en général,
le mental a tendance à vouloir, pendant l'expérience, attraper les éléments et les classer. Et tout de suite faire un modèle. Tout de suite se dire, ah ouais d'accord, ce monde, voilà, il faut pas, il faut accepter l'idée que simplement on doit rester en relation avec cette médecine et se faire traverser. Je pense que j'ai un conseil à donner, alors si c'est peut-être même du concret, et c'est pas valable que pour l'ayahuasca, c'est valable pour toutes les expériences qui utilisent des états modifiés de conscience. Et ces états, il y a toujours à un moment donné une activation du mental ou une saisie du mental dans l'expérience. Et qui vous met un peu dans une machine à laver, forcément, parce que vous allez être, d'un coup, vous allez accrocher la pensée avec votre esprit, la pensée, et ça va vous réduire un petit espace, alors que, comme tout est actif, c'est-à-dire que dans le corps, il y a beaucoup de mouvements, vous devez rester en contact avec votre corps tout le temps, parce que les pensées, elles sont reliées aussi à tous les organes, enfin les émotions, les sentiments, etc. Et donc, la meilleure chose, c'est de se relier avec alors moi, voilà, avec la plante, hein, parce qu'il y a un esprit derrière, en tout cas il y a quelque chose derrière, avec la plante, en tout cas le psychotrope, et de ramener juste à lui demander que médecine soigne-moi. Et je sais qu'il y a des tas de gens, hein, je dis ça parce qu'il y a des gens qui ont fait des expériences, et je leur ai dit, mais il suffit de mettre ce mantra dans ta tête, tu ne sais pas ce qui se passe, tu vois des choses obscures, des choses, tu n'attrapes rien, tu te concentres à pouvoir juste être le plus possible en connexion avec ton corps et dire médecine, soigne-moi comme un leitmotiv. Ça veut dire quoi? Ça veut dire placer sa conscience dans le présent de l'expérience où le temps éclate, où les sensations éclatent, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul, vous êtes en présence d'un élément, cet élément, vous ne devez pas résister et quoi qu'il arrive, vous allez intuitivement rejeter, repousser, alors que si vous restez là, vous êtes juste, vous êtes dans ce que vous demandez à ce que la médecine vous soigne. Et les Icaros, c'est-à-dire les chants des guérisseurs, ce sont quand même des chants en grande partie, tous les premiers chants en tout cas, qui commencent dans une cérémonie, sont des chants cognitifs. C'est j'ajuste mes sens, je me centre. Je centre mes émotions, je centre mes sentiments, je centre mes pensées, je centre mon corps, je me centre avec la médecine. Et tous les chants qui déroulent, c'est eux-mêmes qui fabriquent le vaisseau de leur conscience dans l'expérience pour que la pensée reste droite. Parce que la difficulté, c'est d'être dans cette expérience, dans le cœur, la tranquillité d'esprit, l'amour, etc. C'est compliqué parce que les plantes vous secouent beaucoup. Donc, au fond, c'est simple, il faudrait pouvoir rester juste dans le cœur pendant l'expérience et d'être ouvert et de laisser, comme ça, les choses qui se produisent se produire. Mais c'est compliqué, ça demande une forme d'entraînement, en fait, du corps et de l'esprit à travers les diètes. Voilà. Oui, juste une remarque, là on a deux aventures tout à fait hors normes, on pourrait dire, mais quand j'écoutais Marc Battard, j'avais l'impression qu'on était quand même dans le même monde, globalement. Moi, quand je regardais les images de ces grandes montagnes, etc., je les trouvais très belles, je trouve ça très beau, et j'étais très content que ce soit quelqu'un d'autre qui grimpe au-dessus. Moi, j'ai le vertige, c'est très bien qu'il y ait des gens pour le faire pour nous, par procuration, pour des choses comme ça, mais on se dit, pour lui, ça doit être différent. Et quand il voit cette montagne, elle doit lui parler, elle doit lui dire quelque chose, elle doit lui lancer un défi. Il a du mal à résister à ce défi que lui lance la montagne parce qu'il a avec elle une expérience assez extraordinaire et ça lui rappelle ça, etc. C'est pour ça qu'il a essayé d'arrêter, il n'a pas réussi à arrêter, il a rechuté, il est là aujourd'hui, on essaye de l'aider, mais on espère qu'il ne va pas retourner encore une fois. Et j'avais envie de lui demander, est-ce qu'il y aurait un traitement de substitution? Est-ce que, je ne sais pas, monter sur la tour Eiffel, ça pourrait... Non, je sais pas. Oui, je pense qu'il y a certainement un traitement de constitution, pardon. Mais le temps passe et je vais être obligé de partir rapidement. Mais justement, en t'écoutant, j'ai eu le souvenir m'est revenu d'une rencontre que j'ai faite avec le théologien, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent dans la salle, le théologien qui s'appelle Bernard Besseret. Et quand j'ai fait cette rencontre avec Bernard Besseret, la première idée qu'il a eue, il a voulu que l'on fasse des interventions qu'on n'a pas faites sur le thème de la mort. Moi, j'avais côtoyé la mort
par la montagne, par mes accidents, tout ça. Et lui avait côtoyé la mort d'une autre façon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Bernard Béret, en tout cas, parmi ses livres, il y a un livre qui s'appelle Confiteor, dans lequel il raconte ce que je vais vous raconter en 2 minutes. Et justement, c'est un lien avec l'Amazonie, avec le Brésil, parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui est venu le voir, donc il y a, dans les années 70, et qui lui a dit « On m'a demandé de te tuer, j'ai dit oui, et la preuve, je ne le fais pas puisque je viens de te le dire. » Mais ça l'a tué. Ça l'a tué pendant 5-6 ans. Voilà. Donc il est parti, et au bout de 5-6 ans, il est allé voir un chaman au Brésil, et il est revenu, pas neuf, mais presque neuf. Et c'est à ce moment-là que, comme c'était un intellectuel qui côtoyait un peu l'entourage de Mitterrand, il a été nommé chargé de mission à la Cité des Sciences, et après il a une très belle histoire. Donc ça, il suffit de lire ses livres pour voir tout ça, mais en tout cas, il avait côtoyé la mort bien sûr, différemment que la mienne. Ah oui, c'est vrai que c'est un point très important que tu soulèves, et je trouve cette histoire essentielle, en fait, au sens où ça me ramène peut-être à rajouter que la bonne chose dans l'ayahuasca, et pourquoi elle vous soigne, c'est parce qu'à un moment, elle vous apprend à mourir. Parce qu'en fait, vous allez mourir, mais vous n'allez pas mourir. Dans une autre chose, c'est-à-dire que là, c'est encore autre chose. Ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire vous prenez la frayeur de la mort, mais pas la mort. Mais cette frayeur a une énergie qui va vous empoisonner, comme elle peut empoisonner des gens qui ont peur de la mort. On a tous peur de la mort, c'est normal, c'est sain, heureusement. Sinon, on aurait tous des conduites plus cordaliques. Voilà. Mais ça rejoint cette frontière. On veut se confronter parce que naturellement, on a une seule chose en commun, tous dans cette salle et sur cette planète, c'est qu'une seule chose, on voit tous le monde différemment, on a des vies différentes, mais on va tous mourir. Et donc, c'est quand même au centre de l'existence dans certaines traditions, vivre, c'est se préparer à mourir. Et avec les plantes, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose en vous qui meurt et qui renaît tout de suite, immédiatement après. C'est quelque chose de l'ordre de l'identité. Et c'est presque... je vous le dirai simplement par un exemple. Vous êtes un peu dans le cœur de l'expérience. Et d'un coup, vous êtes vous, joyeux à gauche, vous, terrifié à droite, vous, aimant en face, et vous, en colère derrière. Et vous l'êtes au même moment. Ça, c'est une des choses cognitives que proposent les plantes dans les champs pour vous amener dans la connaissance de vous-même. Et à un moment dans cette connaissance-là, vous avez tous les états en même temps. Quand vous avez les états dissociés, une sorte de dissociation, vraiment une dissociation à l'intérieur de vous, il y a deux choses. Soit vous sortez là, et ça peut arriver dans la vie, et puis vous avez vraiment de graves problèmes pour vivre, et puis vous allez dans des hôpitaux où les gens essaient de vous remettre droit, et souvent il y a des dissociations. Mais quand ça vous arrive dans le cadre de ces médecines, si vous êtes bien guidé par le guérisseur, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, cet acte vous amène à qui je suis, lui ou lui. Et là, au centre de ça, il y a un cri. Et il y a à un moment donné un lâcher-prise. Parce que vous ne pouvez pas être les quatre en même temps, vous n'êtes pas non plus aucun de ceux-là. Donc d'abord, vous tortillez, c'est pour ça qu'on se tortille à l'ayahuasca. Vous tortillez parce que vous voulez choisir, vous voulez vous promener, vous êtes projeté, vous êtes amené. Et à un moment donné, si c'est bien fait, eh ben, vous lâchez. Et qu'est-ce qui se passe? Vous faites... Et là, vous mourrez à vous-même, avec une idée de vous-même. Mais il y a vraiment ce sentiment, et les Indiens disent chaque porte de connaissance, il y a une mort virtuelle, symbolique. Voilà. Donc vous ne mourrez pas, vous savez que vous n'allez pas mourir, mais quand vous le vivez, vous mourrez. Donc vous affrontez en fait l'idée de la mort, la pensée autour de la mort. Pas la mort heureusement, et je vous le souhaite à vous tous, à nous tous, le plus tard possible qu'on ait rempli nos vies, etc. Mais c'est juste le rapport qu'on a à la mort qui change, ou en tout cas... on apprivoise quelque chose d'impossible à apprivoiser, mais quand même. Et que quelque part, peut-être pour en revenir au monde indigène et les conduites ordaliques, c'est-à-dire une forme de mise en danger de l'individu dans un espace contrôlé, va lui permettre de traverser cet espace pour devenir un être adulte. Et je ne dis pas que et dans tous les peuples et aussi dans nos cultures, maintenant on a un peu quitté ça, on le fait dans les jeux vidéo, mais
Mais il y a cette notion en fait de mort, c'est-à-dire de pouvoir s'approcher. Voilà. Et sans une mise en danger complète, réelle, et il y en a de toute façon, voilà, là il y a une vraie mise en danger. Moi aussi, il y a quand même une mise en danger à des moments que j'ai eu, donc je dis c'est pas anodin, mais sans doute moins directe que celle que vit un alpiniste dans son voyage. Voilà, vous allez nous quitter, je crois. Marc Battard, vous devez partir. Merci. Merci beaucoup et merci. d'être venu. Merci. Merci encore. On va juste prendre 2 questions. Ah, est-ce que je travaille avec Jérémy Narby? Oui, c'est ça. On a fait un livre ensemble qui s'appelle Plantes et chamanisme avec Vincent Valec. Donc oui, je connais Jérémy et je dirais que c'est même lui qui m'a envoyé dans la jungle. C'est son questionnement avec le serpent cosmique. Oui, je remercie Jérémy de m'avoir permis d'avoir réussi à attirer mon attention sur un espace très particulier et d'y être allé en 1999. Et c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je dirais la chose qui est intéressante pour moi par rapport à Jérémy, c'est que ces hautes théories sont très loufoques dans le serpent cosmique, mais très puissantes. Et il s'est un peu fait défoncer par tout le monde dans la science, et ce que je trouve assez beau quand même, c'est le mouvement suivant qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a écrit Intelligence dans la nature. Et ce livre est formidable parce que là, par contre, c'est de la hard, c'est aller descendre dans tous les exemples de façon très simple pour expliquer que, enfin voilà, qu'on ne peut pas regarder la matière tout à fait comme on la regarde, et ou en tout cas que la nature d'expériences d'êtres vivants ou inanimés fonctionne suivant des règles qui, quelque part, valident un petit peu aussi voilà, son espace de projection dans le serpent cosmique. Oui, juste pour préciser à Aimé, on avait invité Jérémy Narby parce que j'avais posé la question à un pharmacologue une fois. Est-ce que les pharmacologues savaient pourquoi les plantes fabriquaient tous ces produits qui nous font autant d'effets? Pourquoi les plantes produisent des hallucinogènes? Pourquoi le pavot fait de l'opium? Pourquoi toutes ces choses-là? Et il avait été un peu pris de court. Il m'avait dit ben ça, c'est une question qu'il faut poser à Jérémy Narby. Donc on avait fait venir Jérémy Narby. Et un peu comme Yann Cousin nous avait expliqué lui, c'est pas difficile, il faut demander aux plantes, quoi. On prend les produits et puis c'est elles qui vont nous le dire. Et alors là, contrairement un peu à ce qui se passe avec Marc Battard, on a l'impression d'être quand même dans le même monde, c'est un alpiniste qui est devant une montagne qu'on connaît. Là, on change de monde, on est dans un monde où c'est les plantes qui parlent, c'est les esprits qui sont là, les gens sont là. Et là, on change d'ontologie, on est vraiment dans une ontologie animiste, analogiste, etc. Et ça peut être ça qui peut être le moteur d'une possible expérience thérapeutique, au sens où Besson le disait bien, si les gens continuent à prendre des produits, à aller mal, etc., c'est que le monde dans lequel ils sont ne leur convient pas. Pourquoi pas essayer de changer de monde? Et cette expérience radicale de changement de monde se heurte d'emblée à un problème, c'est que si on explique à des scientifiques, là, dans ce monde-là, c'est les plantes qui vont vous dire les choses, etc., ils vont dire, mais ce n'est pas scientifique, ça. Et on a une grande difficulté à imaginer des protocoles d'expérience qui soient suffisamment sécuritaires, qu'on puisse évaluer, etc. On avait fait une tentative, Mario s'en souvient, avec quelqu'un qui allait faire l'expérience de l'ayahuasca, et on lui avait demandé de nous envoyer régulièrement des rapports, des mails pour voir comment ça se passait. Et je pense que ce n'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée parce qu'il a dû se retrouver dans une situation difficile, d'essayer d'entrer dans un monde et régulièrement d'aller dans l'autre. C'était peut-être pas le bon moyen. Non, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment cette notion alors, moi je dirais que je suis plutôt, même si j'ai fait les arts déco, j'étais plutôt vraiment passionné de science aussi, et donc pour moi la science, la réalité, je n'étais pas quelqu'un de croyant quand je suis parti en Amazonie, je pense plutôt dans la croyance de l'athéisme ou à la limite gnostique, comment dire,
Voilà. Le mystère est entier, je n'aurai pas de réponse, peu importe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que moi j'avais lu des tas de choses avec les Indiens qui vous disent il y a les esprits machin, tout ça c'est, pour moi tout ça c'est un petit peu des gentilles choses qu'on a connues, des petits modèles qu'on a sur des fresques, qu'on a eu dans notre culture. On sait bien que la réalité c'est pas ça et qu'il y a autre chose, mais c'est pas très grave, c'est leur langage, c'est leur façon d'encoder leur réel, c'est leur matrix, c'est leur façon de voir le truc. Et puis 15 ans plus tard, vous vous retrouvez, d'ailleurs non, mais très vite, vous vous retrouvez dans le passé de l'autre côté à dire non, mais en fait, on peut discuter avec les plantes. Alors, ce ne sont pas des esprits humains qui a pas, non, ce sont des interfaces, c'est clair. Ce n'est pas la nature de l'esprit ou de la plante qu'on voit, c'est une interface. C'est pour ça que je trouvais intéressant cette analogie que j'ai redécouverte. J'ai toujours pensé qu'il y avait une forme d'interface de la nature qui essaye et les plantes essaient de vous utiliser aussi, hein. Parce que je peux vous assurer qu'après le lendemain d'avoir une des grandes profondes discussions, vous allez regarder toutes les autres plantes, vous allez vouloir les cultiver. Et voilà, et il y avait cette notion, donc d'où vient la connaissance des plantes, mais de qui peut écouter les plantes. Et pour écouter les plantes, il faut faire un chemin de présence à ça pour entendre cette mélodie. C'est comme moi, si j'avais été dans un monde où tout le monde est sourd, et on se dit, mais quoi, ils parlent le son, les machins, ils disent la rigolade, il n'y a pas de son. Et donc, il y a une ordre de l'ordre d'un espace où nous-mêmes avons fermé des sens, je pense, hein, en tout cas c'est ce que j'ai pensé par rapport à moi. Il y avait un sens qui était fermé parce qu'on m'a fait croire à quelque chose. On a réussi. Et après, je crois toujours à exactement tout, mais pas comme la réalité. La matière, c'est l'espace dans lequel on évolue. Et qu'après... Moi, je peux vous le dire, je m'en fous, je suis un saltimbanque. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je fais des films, donc je raconte des histoires. Mais moi, je pense, quand je regarde Le Seigneur des Anneaux, par exemple, ou quand je lis des romans de science-fiction, quand je regarde ces films, je regarde quel monde s'exprime, quel espace que j'ai pu croiser ou pas, parce qu'au cours des 20 années, on a croisé avec l'ayahuasca, vous vous retrouvez dans le Mordor peut-être pendant un temps infini, et ce n'est pas forcément des expériences très agréables, mais vous allez aussi avec les elfes, etc. Ce n'est pas ça, mais c'est comme des mélodies. On sait quand une mélodie est aérienne ou quand une mélodie est sourde. C'est comme si notre esprit, notre espace de notre esprit, on va réagir de la même manière dans des formes archétypales, symboliques, mais quand on rentre dans ce monde symbolique tellement profond qu'on lui donne une sorte de réalité, en tout cas dans notre espace. On va arrêter là, on est parti bien loin. Merci beaucoup. Alors on fait une petite pause, on reprend à 16h30. La transition est toute trouvée, on reprendra avec Zoé Dubuste qui va nous parler de l'utilisation des psychédéliques en thérapie. Voilà. À tout à l'heure.